ce matin sur Radio J. On va peut-être commencer par ce qui se passe dans la bande de Gaza, les opérations de Tsahal qui se poursuivent. Hier, Tsahal qui a fait le bilan. Aujourd'hui, on sait que la bande de Gaza est divisée en plusieurs parts. 30% du territoire a été récupéré par l'armée israélienne. Pourquoi ? Dans quel but ? Quel est l'objectif finalement d'Israël sur place en récupérant cette partie-là, périmètre de sécurité, donc une zone qui n'est pas habitée, hein. D'abord, l'objectif du gouvernement israélien depuis le début de la guerre n'a pas changé, à savoir la libération des otages, la destruction de la capacité militaire du Hamas et empêcher qu'un 7 octobre puisse se répéter. Dans le cadre de ces buts de guerre qui n'ont jamais changé, il a été décidé récemment effectivement d'élargir, d'agrandir le périmètre de sécurité au sein même de la bande de Gaza, une zone tampon, je dirais, justement pour éloigner toute présence du Hamas ou autre de la frontière avec Israël. Et je pense qu'il y a là également un message très clair vers le Hamas, à savoir que plus le Hamas continue de refuser de libérer les otages et de déposer les armes, et bien plus il perdra également en territoire, puisque le territoire lui importe. Et là, il y a là effectivement une prise de territoire du côté israélien qui rappelle un peu la bande de sécurité au sud du Liban après la première guerre du Liban. Israël fait aussi pression au niveau de l'aide humanitaire. On a entendu notamment le ministre Israël Katz qui a dit aucune aide humanitaire n'entrera à Gaza, qui a précisé que c'était l'un des principaux leviers de pression justement contre le Hamas. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie, même si cette stratégie, on le voit visiblement, est très impopulaire sur la scène internationale? Israël ne cherche pas la popularité, Israël cherche sa survie et sa victoire, que cela soit populaire ou non. Comme le disait Golda Meir, nous préférons les condamnations aux condoléances. Le droit international oblige les belligérants à permettre le transfert de l'aide humanitaire, mais ne les oblige pas eux-mêmes à fournir de l'aide humanitaire. Il faut bien comprendre cette différence. Donc Israël, en droit international, n'a pas l'obligation de fournir de l'aide humanitaire à la bande de Gaza, mais uniquement de permettre, éventuellement par de tierces parties, que cette aide humanitaire rentre sur le territoire gazaoui. Par ailleurs, on le voit, la restriction de l'aide humanitaire fonctionne puisqu'il y a des révoltes de populations civiles contre le Hamas. Donc plus il y a de pression civile contre le Hamas, plus le Hamas est acculé. Il faut absolument faire pression sur le Hamas pour libérer nos otages. C'est ce qui permettra effectivement de libérer les otages. Vous avez vu cette vidéo, hein, ce cri de détresse de l'otage Rom Braslavski qui s'adresse à Benyamin Netanyahou, même si c'est un texte, on imagine bien, qui est ordonné par le Hamas. D'ailleurs, on dit que c'est le djihad islamique, mais c'est le Hamas qui domine en réalité. C'est peut-être même le Hamas qui publie en coulisses cette vidéo, Emmanuel. Il s'agit évidemment de propagande cynique, à savoir tenter de faire pression sur l'opinion publique israélienne par le biais de ces films de propagande. Ça n'est pas le gouvernement israélien qui détient les otages dans la bande de Gaza, c'est le Hamas. Et donc, si le Hamas veut que les otages israéliens soient libérés, il n'a qu'à les libérer. Donc, il y a là une inversion totale de la logique, c'est-à-dire que en regardant ces films de propagande, on a l'impression que c'est Israël et non le Hamas qui détient les otages israéliens. Et encore une fois, il ne faut pas céder à la propagande, il faut maintenir le cap, continuer de mettre la pression militaire sur le Hamas jusqu'à ce qu'il libère les otages. Je vous rappelle d'ailleurs que les otages précédents ont été libérés, non pas parce que le Hamas voulait faire un geste de bonne volonté, mais parce qu'il avait été acculé au compromis sous l'effet de la pression militaire. On en parlait par ailleurs avec Meir Masri, docteur en géopolitique, de cette colère des Israéliens, une certaine lassitude des Israéliens depuis le début de la guerre. Hein, c'est vrai, 559e jour de guerre désormais. Est-ce que vous comprenez cette colère ? On parle de pétitions d'ailleurs. Alors on ne sait pas si ce sont des anciens réservistes ou pas. Meir Masri disait apparemment que c'était des personnes qui n'avaient pas forcément fait des périodes de réserve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Quel regard vous portez là-dessus, Emmanuel ? Je porte le regard d'un Israélien qui vit ici, qui a ses fils dans l'armée qui servent leur service militaire, dont en réserve. Et il n'y a aucune colère, aucune lassitude. Le pays est uni dans sa volonté de gagner cette guerre. Nous n'avons pas le choix.
Et tout le monde comprend qu'il y a un prix à payer pour la guerre, mais il y a surtout un prix beaucoup plus élevé à payer si nous ne gagnons pas cette guerre. Il s'agit d'une nécessité vitale, gagner cette guerre. Cela exige beaucoup, évidemment, de courage, beaucoup de volonté. Mais mon impression, et je vis ici en Israël, comme je l'ai dit, j'ai mes propres fils à l'armée, ma propre impression est qu'au contraire, la société israélienne dans son ensemble reste déterminée à gagner cette guerre. Alors on parle également, Emmanuel, de ce qui se passe avec l'Iran. Effectivement, on l'a vu, Benjamin Netanyahu a rencontré Donald Trump à Washington, une rencontre au cours de laquelle le président américain a affirmé à Benjamin Netanyahu qu'il avait des discussions directes avec l'Iran. On sait que des discussions auront lieu justement ce week-end à Rome, en Italie. Donald Trump qui semble vouloir privilégier la voie de la diplomatie à celle de la guerre. D'ailleurs, selon le New York Times, un récent rapport dit que le président Trump a mis de côté un plan d'attaque d'Israël contre l'Iran. Vous comprenez cette position du président américain ? D'abord, il n'y a pas de différence de position entre les États-Unis et Israël sur le fait qu'il n'est pas acceptable que l'Iran ait une arme nucléaire. Là-dessus, il n'y a pas de désaccord. Je pense que Donald Trump veut donner une dernière chance aux négociations. Et je pense que la possibilité d'arriver à un accord entre l'Iran et les États-Unis sur le dossier nucléaire sont quasiment nulles. Je ne vois pas comment à ce stade, en 2025, alors même que l'Iran est déjà au seuil de l'arme nucléaire, comment est-ce que la nation pourrait bloquer le programme nucléaire iranien ? Je n'y crois pas du tout. En revanche, je pense que le président Trump veut donner une dernière chance à l'option diplomatique avant d'approuver l'option militaire. Je pense que c'est tout simplement reculer pour mieux sauter. Je pense que l'opération militaire contre les infrastructures militaires iraniennes, nucléaires iraniennes, est inévitable et qu'elle a tout simplement été repoussée. Inévitable, c'est-à-dire qu'elle aura lieu, selon vous, d'ici combien de temps ? D'ici quelques semaines, quelques mois, selon vous, Emmanuel ? Je ne peux pas dire, je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'elle aura lieu, mais elle aura lieu. C'est évident. Il n'y a pas de possibilité à ce stade, en 2025, de ramener en arrière le programme nucléaire iranien sans intervention militaire. Cela n'existe pas. C'est évident qu'aujourd'hui, parler d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire sans intervention militaire, ce sont des paroles vides. Nous sommes en 2025. Une telle opération est possible, elle est nécessaire, elle aura lieu. Alors je voulais aussi, on va rester un petit peu sur la scène diplomatique, on en a beaucoup parlé ici sur Radio J, Emmanuel Macron qui veut reconnaître au plus tôt un État palestinien d'ici le mois de juin. Certains disent que ce serait une prime au terrorisme pour justement les responsables du 7 octobre. Votre avis, vous, Emmanuel, là-dessus ? Je pense que Emmanuel Macron mène un gouvernement minoritaire en France et comme la plupart des présidents de la Ve République, il essaie de se refaire une santé sur la scène internationale, mais il commet une erreur d'analyse. D'abord, en adoptant une politique qui se place en porte-à-faux des États-Unis. Cela pouvait peut-être fonctionner à l'époque du général de Gaulle, mais d'abord, Emmanuel Macron n'est pas le général de Gaulle. Et puis, la France n'a plus le prestige et la puissance qu'elle avait dans les années 60. Lorsque Macron, dans ses visites très théâtrales en Égypte ou ailleurs, essaie de présenter la France comme une puissance alternative aux États-Unis, il se fourvoie. La France n'a pas la puissance économique et militaire des États-Unis. Il parle d'un sommet avec l'Arabie Saoudite au mois de juin à New York, mais seuls les États-Unis sont capables de fournir aux Saoudiens les garanties sécuritaires dont ils ont besoin et qu'ils exigent pour normaliser leurs relations avec Israël. Donc Emmanuel Macron se fourvoie, et puis cette reconnaissance dont il parle, ce sera pas seulement évidemment une victoire pour le Hamas et le terrorisme, mais surtout il essaie d'enfreindre la capacité d'Israël et des États-Unis à gagner cette guerre. Il faut bien comprendre que lorsqu'Emmanuel Macron finalement dit que la source de la violence du Hamas est une frustration et dont l'origine est l'absence d'un État palestinien, c'est pas seulement qu'il se trompe, c'est qu'il reprend finalement la propagande soviétique des années 60 qui avait inventé ce soi-disant peuple palestinien et qui avait inversé les causes et les effets en faisant croire que c'était le fait qu'Israël ait pris le contrôle de certains territoires en 67 qui était la cause du conflit, alors que c'était la conséquence
du conflit. La cause du conflit profond, c'est l'idéologie islamique radicale, c'est les frères musulmans soutenus par l'Iran, et il faut, avant toute solution politique, neutraliser les capacités militaires de la République islamique iranienne et des frères musulmans, et ensuite parler d'une solution politique. Macron est en train d'essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire de donner un avantage tactique aux frères musulmans et à la République islamique d'Iran avant la victoire d'Israël. C'est une grave erreur, et s'il la commet, le seul pays qui en paiera les conséquences, ce sera la France, puisque la France perdra encore plus du peu d'influence et de crédibilité qu'elle a au Proche-Orient. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Navon, politologue, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv, chercheur à l'Institut stratégique et de sécurité de Jérusalem. Merci infiniment. Je vous dis à très